Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce webinaire épisode 3. Donc, on parlera donc du classeur conformité et on va faire un focus sur la partie LCBFT. Donc, pour aujourd'hui animer avec moi ce webinaire, je suis entourée comme toujours sur cette thématique par Aurélie Bihan, qui est juriste mandat et intermédiation au sein de la fédération. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et par Melvin Pain, responsable du coup du partenariat et du classeur ACPR. Bonjour à Alors, tous. bonjour Melvin. Aujourd'hui, donc pour un peu expliquer à nos agents ce qu'est la lutte anti-blanchiment, j'ai donc demandé à Aurélie de vous faire quelques petites slides pour nous expliquer ce concept un peu obscur parfois pour nous, on va dire lambda de la conformité. Alors, bonjour à tous et à toutes, encore une fois. Alors, pour bien commencer, je vous ai remis la définition du blanchiment. Alors, le but, c'était de vous expliquer, que vous preniez un peu conscience que par rapport à la conformité, cette fois-ci, on est sur un champ complètement différent. On est hors code des assurances. Là, vraiment, on est sur une partie bien particulière, puisque le blanchiment, c'est un délit. Et faciliter une opération de blanchiment l'est également. Donc, je vous ai rajouté en fait les peines qui sont associées, qui peuvent être de 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 375 000 € d'amende. Et sur ce champ-là, on a trois régulateurs, en tout cas trois entités qui sont concernées. On a la CPR, comme toujours, ce qui explique pourquoi on a cette partie dans le classeur ACPR aujourd'hui, qui est régulateur du secteur bancaire et assurantiel. On a une partie AMF qui va s'occuper des sociétés d'investissement. Et on a TRACFIN, qui est la cellule de renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins et auprès desquels on fait les déclarations de soupçons. Donc, quand on a un soupçon de blanchiment ou de fraude sur une opération financière, une opération assurantielle. Alors juste, je te coupe Aurélie pour dire aux agents qui peuvent nous poser les questions sur l'interface prévue à cet effet. Moi, j'ai une question qui me vient. Comment font est-ce qu'ils se parlent ces régulateurs? Il y a des instances, des choses comme ça, ou ils travaillent tous de manière isolée? Alors, ils ont déjà de base leur champ de compétences bien défini, bien sûr. Par contre, ils parlent entre eux. Il y a des rapports ACPR qui parlent du volet lutte anti-blanchiment. Et TRACFIN aussi fait son rapport et c'est aussi associé en fait tu vas avoir des informations incluses dans le rapport ACPR. Donc, de toute façon, les entités, elles vont se parler entre elles. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour l'activité d'agent général, comment ça se passe? Alors, pour l'activité principale, l'activité agent, vous n'allez pas être concerné par tout ce que je vais vous dire juste après sur les obligations, en tout cas sur les procédures à mettre en place. Par contre, comme vous êtes mandaté par la compagnie, qui, elle est assujettie aux obligations de lutte anti-blanchiment, en bout de chaîne, au final, comme vous avez la relation client, vous allez devoir appliquer les directives de la mandante qui sort du fait de la réglementation LCBFT. Pour vous donner un exemple, typiquement, aujourd'hui, les demandes de carte d'identité sur un prospect, enfin, en tout cas sur le client lors de la mise en place du contrat, qui est aujourd'hui plus ou moins bloquant en fonction des compagnies, mais les trois quarts sont quand même bloquants pour la souscription. Ça, c'est une obligation qui découle de la lutte anti-blanchiment. La compagnie, elle fait ses process et vous, en bout de ligne, finalement, c'est vous qui appliquez puisque vous avez le client en face de vous. Pour le courtage, par contre, c'est différent. Je vous ai remis des conditions pour être exonéré de la lutte anti-blanchiment, puisque c'est des règles du Code monétaire et financier. Pour le Code monétaire et financier, il faut remplir toutes les conditions cumulatives suivantes pour être considéré comme accessoire et pas être soumis à la lutte anti-blanchiment. Il faut savoir que nous, dans le jargon, on parle bien d'activité. Dans la vie de tous les jours, on parle bien d'activité de courtage accessoire, mais il est accessoire par rapport au mandat. Pour le LCBFT, il faut remplir les conditions suivantes, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un portefeuille de courtage qui représente moins de 5% du chiffre d'affaires total de votre activité, moins de 50 000 €, je vais y arriver, pour que ce soit bien limité aux clients de l'activité principale. Donc, en soi, le portefeuille de courtage, là, vous commencez à voir que ça ne va pas forcément être le cas puisque vous allez avoir des clients qui passent parce que vous ne pouvez pas avoir des contrats auprès de votre mandante.
Le produit d'assurance, c'est pareil, ça ne doit être qu'un complément aux produits ou aux services fournis dans l'activité principale. Et on ne doit pas avoir des montants de primes qui dépassent 1 000 euros. Donc, il suffit que vous soyez sur des clients pro, vous dépassez largement cette partie. Donc, une condition fait défaut, et du coup, vous retombez sous le coup de la lutte anti-blanchiment. Donc, c'est pour ça que nous, à AGA, on vous dit que pour le courtage accessoire, vous êtes en majorité, peut-être qu'il y a des cas exceptionnels où vraiment vous remplissez toutes les conditions, mais majoritairement, vous êtes soumis aux obligations de la lutte anti-blanchiment. Alors, maintenant, on va un peu passer à l'aspect purement personne politiquement exposée par ces obligations et aux obligations pures. Alors, on commence par les obligations. Oui. Alors, la première obligation, ça va être le devoir de vigilance. Devoir de vigilance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut identifier et vérifier l'identité de votre client ou de votre prospect lorsque vous avez fait la relation d'affaires. Mais ce n'est pas que le client, ça va être aussi le bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif, qu'est-ce que c'est? C'est une personne physique qui aura le contrôle d'une société. Donc là, on parle que d'un client qui va arriver à l'agence et en fait, c'est une société, il vient souscrire un contrat pro, quoi. Et donc, c'est une personne qui détient plus de 25% de capital ou qui a le pouvoir de contrôle sur la société. Pour contrôler ça, vous avez le registre des bénéficiaires effectifs, puisque les sociétés ont l'obligation de déclarer qui est la personne qui va contrôler la société. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est consultable via le guichet unique. Et une obligation de leur part, ça veut dire que derrière, il peut y avoir des potentielles sanctions pour la société, c'est-à-dire être obligé par le juge de faire la déclaration sous astreinte. Après, on a un volet qui peuvent être des amendes, voire des sanctions qui peuvent être la dissolution de la société, hein, par exemple. Donc ça fait partie des premières obligations. Ensuite, deuxième, c'est il faut mettre en place une cartographie des risques pour pouvoir évaluer les risques de blanchiment et de fraude. Aujourd'hui, il faut 5 critères, savoir mettre une typologie des risques que vous croisez, la qualité du souscripteur, est-ce que c'est une personne physique ou une personne morale, parce que du coup, personne morale, il faudra aller chercher l'identité du bénéficiaire effectif. On est sur quel type de contrat? Est-ce que on est sur de l'avis, de l'IRD? Est-ce qu'on fait de la collective? Le canal de distribution, est-ce qu'on est en agence? Est-ce qu'on est en dématérialisé? Est-ce qu'on fait du démarchage téléphonique? Et je vous ai mis origine et destination des fonds, c'est surtout pour identifier les pays concernés, donc d'où provient l'argent et où va être destiné en fait, par exemple en termes d'indemnisation, les fonds pour le sinistre va aller dans quel pays? Est-ce qu'on reste dans la zone euro ou pas concrètement? Alors, juste avant que tu continues un petit peu, on avait une question par rapport à tes slides précédentes. Ouais. Donc, le chiffre d'affaires correspond au montant des commissions ou des primes totales du courtage? Alors, je repars sur ma partie. Normalement, ça va être sur le montant total du portefeuille de courtage. Donc, des primes. D'accord. Voilà. Merci, Aurélie. Alors, maintenant, les personnes, du coup, politiquement exposées, est-ce que tu peux nous expliquer qui elles sont et comment on les reconnaît? Ça marche. Alors, les personnes politiquement exposées, c'est des personnes pour lesquelles on va avoir un risque de fraude ou de corruption plus élevé. Il faut garder en tête le scandale des Panama Papers, par exemple. Donc, jusqu'à présent, dans le cadre de monétaire et financier, on vous visait juste les fonctions politiques. Maintenant, on a une liste qui a été mise en place par un arrêté du 17 mars de 2023. On a la liste des fonctions, je vais donner quelques exemples. Pour les fonctions politiques, ça va être le président de la République, le député ou le sénateur. Fonctions juridictionnelles, c'est les membres du Conseil d'État ou de la Cour des comptes. Et fonctions administratives, les ambassadeurs, et chef d'état-major de l'armée. Je vous ai mis quelques exemples, les plus parlants en tout cas, mais la liste est plutôt est quand même assez longue. Et une personne politiquement exposée, donc c'est cette personne qui travaille dans ces fonctions-là, mais c'est aussi son entourage proche. Donc ça peut être le conjoint, le mari, la femme, les enfants, les ascendants, les descendants. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant du gel des avoirs. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Alors, concernant le gel des avoirs, donc il existe des sanctions pour lesquelles on a des personnes qui ont été identifiées en général terroristes ou autres, et pour lesquelles on a une interdiction, ces personnes-là, de recevoir des fonds économiques qui se retrouvent donc sur une liste. Le principe, c'est de bloquer l'opération. Donc, c'est savoir les identifier. Donc, on a une liste qui est mise en place et mise à jour assez régulièrement par le Trésor. C'est pour ça, pour ceux qui se rappellent du dernier questionnaire ACPR sur la lutte anti-blanchiment, on vous parlait du flash info de la DG Trésor, si vous étiez abonné, puisque là, en fait, vous allez avoir une alerte en disant ça a été mis à jour, etc. Donc, il faut savoir identifier. Donc là, après, je vais repasser la main après à Melvin, qui va vous expliquer le filtrage, les conditions, etc. Mais on les identifie, mais une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut de base bloquer l'opération, parce que là, pour le coup, c'est une interdiction de recevoir les fonds. On bloque l'opération et on se met en lien avec la DG Trésor. Donc, sur les sites de la DG Trésor concernant la lutte anti-blanchiment, vous avez un numéro de téléphone et une adresse mail à contacter, qui sont assez réactifs normalement, et ils vont vous dire si oui ou non vous pouvez passer outre, ou vous bloquez. Quand je dis pouvez passer outre, c'est parce que c'est des homonymes que vous avez identifiés, vous faites la recherche un peu plus poussée pour voir au final si c'est bien cette personne-là ou pas. La DG Trésor vous confirme ou non. Si elle vous confirme, vous bloquez. Si elle vous dit c'est bon, finalement, c'est pas la personne qui est inscrite sur la liste, vous pouvez faire l'opération d'assurance et mettre en place le contrat ou même. Je présume qu'il faut garder cette preuve que, entre guillemets, le Trésor nous a bien dit c'est bon, vous pouvez y aller et pas de risque parce que C'est ça. ouais, Bah oui. ça peut être compliqué. D'accord. On va passer du coup à la démonstration puisque comme d'habitude, donc nous on a un classeur ACPR numérique qu'on vous propose avec BCLM, donc représenté donc par Melvin. Et en fait, Melvin va nous expliquer comment ça fonctionne et comment identifier ces personnes et du coup faire en sorte que vous puissiez bien gérer tout cela en agence. Melvin, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Oui, pour poursuivre ce que disait Aurélie, donc nous en fait on est le partenaire de l'AGA sur la solution de classeur de conformité numérique. Donc on a une solution française qui est disponible en mode SaaS. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de connexion, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose, vous avez juste besoin d'une connexion internet et d'un moteur de recherche pour accéder en fait à notre plateforme. Et puis en fait nous on se définit vraiment comme un moteur de la conformité numérique parce qu'on va avoir tout un tas d'outils qui vont vous permettre de remplir vos obligations. Historiquement, en fait, on avait le module classeur de conformité et deux modules de filtrage qui étaient indépendants, mais en fait, à la demande de beaucoup de nos clients agents et pas mal de nos clients courtiers, en fait, avec des portefeuilles de faible volumétrie, on a vu que c'était compliqué pour eux, en fait, de souscrire à un module de filtrage souvent qui était coûteux et pas trop adapté, en fait, à la taille de leur portefeuille. Du coup, à leur demande, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu mettre le filtrage directement dans le classeur de conformité. Comme ça leur faisait une solution qui regroupait deux de leurs obligations réglementaires quand ils faisaient du courtage accessoire pour les agents en particulier. Donc, quand on accède au classeur de conformité, on va arriver sur l'interface du classeur. Donc, je pense que le classeur, vous connaissez assez bien le classeur ACPR. Si vous ne connaissez pas, on a fait plusieurs webinaires avec Aurélie sur justement en fait, son fonctionnement, les différentes thématiques. Et en fait, vous voyez, toutes les thématiques, on va les retrouver ici. La seule particularité, c'est qu'ici, on est venu rajouter une thématique qui s'appelle la thématique client. Et c'est dans cette thématique-là que vous allez pouvoir faire le filtrage. Le filtrage sur les listes de gel des avoirs et sur les listes de personnes. Te couper puisque tu en parlais, mais les webinaires sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur notre site aga.fr. Donc, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les consulter. Super. Et ici, en fait, nous, on est venu compartimenter, bien sûr, vos clients qui sont les personnes physiques et vos clients qui sont les personnes morales. Je vais rebondir sur ce que disait Aurélie en amont du webinaire, où elle vous parlait des bénéficiaires effectifs. On a aussi la possibilité, grâce au numéro de sirène, de vous
comme on est connecté à l'INPI et au BODAC, de récupérer tous les bénéficiaires effectifs de vos clients personnes morales. Donc on peut aussi les intégrer dans la solution parce que vous êtes également dans l'obligation de faire le filtrage sur ces personnes. Ensuite, pour l'interface, c'est très simple. Vous avez deux moyens en fait d'intégrer vos clients. Soit vous pouvez le faire. Alors, hop, je vais juste changer d'environnement parce que je n'étais pas dans le bon. Vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous pouvez le faire de manière manuelle, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter vos clients au coup par coup. Donc là, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Ajouter. Ça va vous emmener sur cette interface. Vous allez mettre son nom, prénom, la date dans laquelle il est rentré dans votre portefeuille, votre référence client. Et après, vous avez d'autres champs qui sont annexes. Moi, je vous conseille quand même de mettre toujours la date de naissance parce que ça va être quelque chose qui va avoir une forte pondération dans le calcul des risques. Avec la date de naissance, il y aura peut-être un dossier de risque à traiter qui ne va pas remonter, contrairement à ce que si vous ne la mettez pas, en fait, on va matcher à 100% sur le nom et prénom parce qu'on va avoir une homonymie et ça va vous faire plus de personnes à traiter. Mais je reviendrai juste après à cette partie. Votre deuxième moyen d'import, ça va être le bouton importer juste ici, où vous pouvez en fait importer votre portefeuille client au format Excel ou au format CSV. C'est très simple. Nous, il y a énormément de nos clients maintenant qui sont dans le classeur qui le font. Ils demandent soit une extraction à leur éditeur de logiciel métier, ou soit ils peuvent la faire directement parce que c'est une option où ils ont la main. Vous poussez votre fichier et après, il y aura la totalité des clients qui sont dans votre portefeuille qui vont apparaître directement dans la solution d'ICL. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'ici, on va avoir un code couleur. Donc, c'est un code couleur qui est très simple. Si c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de cette relation d'affaires et que vous pouvez bien travailler avec eux. Si c'est orange, ça veut dire qu'il y a un potentiel dossier de risque qui va apparaître. Donc, en fait, c'est là où vous allez devoir faire un traitement pour dire que c'est soit une homonymie ou soit que vous avez bien détecté quelqu'un qui est sur les listes de gel des avoirs ou de personnes politiquement exposées. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait le traitement, il apparaîtra soit en bleu, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque, qu'il est non concordant et que vous pouvez bien travailler avec cette personne, soit il apparaîtra en rouge comme ça ici. Et ça, pour rebondir avec ce que vous disiez Aurélie, là, vous devrez faire une déclaration aux autorités qui sont concernées. Donc ça, c'est très simple pour vous de gérer cette volumétrie au sein de votre portefeuille. Et après, je vais vous montrer en fait comment vous allez classifier ces dossiers de risque pour produire une piste d'audit. Et la piste d'audit, c'est ce que vous allez fournir aux autorités en cas de contrôle, qui va prouver déjà de une que vous avez bien fait le filtrage quotidien sur votre portefeuille client, et de deux que vous avez bien fait une investigation vis-à-vis de votre relation d'affaires. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, Aurélie, ou si je peux continuer. Il y en a une qui vient d'arriver, donc voilà. Alors, les compagnies nous interdisent de transmettre notre fichier client qui leur appartient. Comment pouvons-nous faire? Hop. Donc ça, c'était la première question. J'arrive pas à extraire, excusez-moi. Il nous est donc interdit aussi de mentionner les coordonnées unitaires de nos clients. Alors, je vais peut-être déjà faire un premier début de réponse. Ouais. Là, on est sur le courtage. Ce n'est pas les données de votre compagnie mandante. Donc, sur le courtage, le principe, vous êtes propriétaire de portefeuille de courtage et vous les données. Oui. En fait, sur votre activité d'agent général, vous n'allez pas du tout rentrer dans cette partie de filtrage sur les listes de gel des avoirs et de personnes politiquement exposées, puisque c'est votre compagnie qui le fait pour vous. Ça va être vraiment en fait sur l'activité de courtage où, comme le dit à juste titre Aurélie, vous êtes propriétaire de votre portefeuille client. Et alors moi, j'avais une petite question, Melvin, pour toi. C'est mis à jour en direct, cette base, du coup? Oui, alors nos listes, alors nous, bien sûr, on vous met à disposition que les listes où vous êtes dans l'obligation de faire le filtrage. Donc la plupart du temps, ça va être les listes qui sont obligatoires en France. Donc pour le gel des avoirs, ça va être la liste française, la liste de l'ONU et la liste de l'Union européenne. Et après, pour les listes de personnes politiquement exposées, c'est un peu différent parce qu'en fait, les trois listes de gel des avoirs, on peut les récupérer en open data. Elles sont mises à jour directement par le Trésor ou par toutes les institutions qui sont concernées. Et nous, on vient les récupérer en temps réel. Et pour les listes de gel de personnes politiquement exposées, c'est un peu différent. En France, on a de la chance, on peut récupérer tout quasiment via l'open data. Donc, nous, on vient récupérer en fait tous les noms de personnes politiquement exposées, on constitue les listes et on vous les met à disposition dans l'outil. Mais ça, pareil, c'est quasiment fait en temps réel pour la France. Après, si oui, il y a d'autres pays qui sont concernés dans vos obligations réglementaires,
Ça peut être un peu différent, mais ça, de toute façon, quand on vous met en place l'outil, on fait un point avec vous et on vous explique la manière dont en fait tout ça est mis à jour. Ok, merci Melvin. Pas d'autres questions, tu peux continuer. Ok. Donc également, pour rebondir à ce que disait Aurélie, enfin sur ce que disait Aurélie, c'est qu'on va vous permettre aussi de stocker les pièces d'identité de vos clients directement dans l'espace et qui vont pouvoir éventuellement agrémenter les différents dossiers de risque. Alors qu'est-ce que c'est un dossier de risque? En fait, vous voyez ici, j'ai un client qui s'appelle Monsieur Auchard Maxime et qui a été détecté en risque potentiel aujourd'hui. Donc je l'ai fait exprès en amont de la démonstration pour vous montrer comment ça marche. Et en fait, pour traiter cette fameuse homonymie, je vais en fait tout simplement cliquer sur le bouton orange. Et là, je vais arriver dans mon espace de traitement où je vais retrouver plusieurs choses. Déjà ici, je vais retrouver la totalité des informations de mon client. Donc en fait, je vais retrouver son identité, son nom, prénom. J'aurai éventuellement retrouvé sa date de naissance, son numéro de pièce d'identité. Et toutes ces informations, moi, je vous conseille, si vous les avez, c'est de les mettre dans la solution. Comme ça, vous allez traiter très rapidement en fait vos différents dossiers de risque. Là, ici, on va trouver les résultats du matching. On voit qu'en fait, on va matcher à 100%. En fait, le nom et prénom de notre client, il va matcher à 100% sur la personne qui est sur les listes de gel des avoirs françaises et de l'ONU. Ici, ce qui aurait pu faire baisser le score de 100%, donc qui est juste ici, c'est la date de naissance. Parce qu'en fait, sur les listes de gel des avoirs, on a quasiment tout le temps la date de naissance des personnes qui sont fichées. Donc là, vous le voyez, en fait, on a matché à 100% sur le nom et sur le prénom. Et là, c'est là où je vais devoir faire tout mon travail de qualification. Déjà, la première chose, quand je commence mon travail de qualification, c'est de voir qu'est-ce qui est mis dans les listes. Donc là, par exemple, si on va sur la liste française et qu'on clique sur la petite loupe ici, on va retrouver toutes les informations qui sont sur la fiche de Monsieur Maxime Auchard, qui a été publiée en fait par le Trésor. Donc on peut retrouver sa date de naissance, son lieu de naissance, son pays, etc. Son numéro de carte d'identité. Donc normalement, comme vous devez l'avoir, ça vous permet quand même d'être très rapide dans la qualification, de savoir si c'est votre client ou non. Et voilà. Pourquoi on vient vous mettre les deux listes? C'est parce que si on va sur la liste de l'ONU, on peut avoir des informations qui sont complémentaires. Donc là, par exemple, la description elle va être un peu plus étayée. On va savoir pourquoi cette personne, en fait, elle se retrouve sur la liste de gel des avoirs. On vous met toutes ces informations toujours dans le but que vous ayez le plus rapidement possible dans le traitement. Une fois que j'ai bien lu mes deux fiches, bah là, c'est là où je vais passer à la partie commentaires. Et ici, vous avez deux choix. Soit de mettre des commentaires qui sont préconfigurés, ou soit en fait de mettre des commentaires manuels. Ce qui va être bien avec les commentaires préconfigurés, là on va partir du principe que j'ai bien fait mes obligations réglementaires, que je vais récupérer la carte d'identité de mon client, et là je vais voir tout de suite que la date de naissance, elle est non concordante. Ça veut dire que en fait j'ai pas un client qui est né en 1992, mais j'ai un client qui est né en 1962. Et pour qualifier très rapidement mon potentiel dossier de risque, je vais mettre date de naissance non concordante. J'ajoute mon commentaire. Donc le commentaire, c'est ce qui va venir nourrir la piste d'audit, et c'est toujours la piste d'audit que vous allez fournir aux autorités en cas de contrôle. Et là, par exemple, je vais mettre le lieu de naissance et non concordant. Je vais ajouter ces deux commentaires, et puis ce que je vais pouvoir faire pour être encore plus descriptif de ma piste d'audit, c'est que en fait, je vais tout simplement rajouter une pièce jointe. Et quelle pièce jointe je vais rajouter et qui va venir directement en fait accompagner les deux commentaires que je viens de mettre, et ben, c'est par exemple la carte nationale d'identité où je vais retrouver en fait la date de naissance de mon client et le lieu de naissance. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement regarder mes petits boutons état ici. Donc là, vous voyez que pour l'instant, mon dossier est en risque potentiel. Et là, en fait, je vais tout simplement venir dire qu'il est non concordant. S'il avait été non concordant, j'aurais cliqué sur le bouton rouge et c'est là où j'aurais fait ma déclaration. Et si, par exemple, je me rends compte que je n'ai pas la pièce d'identité de mon client, donc que je dois la récupérer assez rapidement, ou que le document est illisible, toutes ces choses-là qui vous permettent de ne pas qualifier directement vos dossiers de risque, vous mettez la mention ne sait pas. Pourquoi cette mention ne sait pas est importante quand vous avez une hésitation ou que vous n'avez pas tous les documents en votre possession pour écarter une homonymie? C'est parce qu'en fait, si vous vous faites contrôler demain, on pourrait dire aux autorités de contrôle que vous avez changé un statut et que vous êtes bien en train d'enquêter sur la personne que vous avez dans votre portefeuille. Bon, nous, en l'occurrence, on va mettre non concordant. Et une fois que ça s'est fait, on voit que le statut de mon client a changé et que je peux bien travailler avec lui, il est passé en non concordant. Et si je reviens dans mon classeur d'ailleurs, hop, personne physique, on voit que le Maxime Auchard donc,
AGA 2023W, donc ça c'est mon numéro client. Il est bien passé en non concordant le 25/05/2023. Et puis là, ensuite, après, ça vous montre que vous pouvez bien travailler avec ce client. Et puis après, vous avez différents modules d'extraction pour les pistes d'audit. Donc soit vous pouvez extraire toutes les pistes d'audit de votre portefeuille, soit vous pouvez extraire la piste d'audit d'un seul client. Et puis là, c'est ça que vous allez fournir aux autorités en cas de contrôle. Et puis ça, en fait, votre portefeuille client, on va le refiltrer de manière quotidienne. Donc si, par exemple, un de vos clients apparaît sur les listes, il ressortira en orange et vous recevrez une alerte pour venir le traiter. Mais sinon, si c'est RAS, votre portefeuille sera filtré tous les jours et il n'y aura aucun problème. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions pour nous. Donc, on va continuer un petit peu sur la partie TracFin. Alors, je vais remettre le support, mais du coup, hop. Quelque chose, je n'y arrive pas. Bien évidemment. Hop. Est-ce que Melvin, tu peux sortir du partage d'écran, s'il te plaît? Pour que je puisse. Voilà, merci Melvin. Donc, on va repasser donc sur cette partie. Hop, tac. Je vais y arriver. Non, je ne suis pas sur le bon écran. Sur la partie TracFin, excusez-moi. Si je n'y arrive pas, comment on va faire? Je perds mon fichier. Alors, 1000 excuses. Tac. Aurélie, est-ce que tu peux nous parler de TracFin en attendant? Excuse-moi, je t'embauche. Alors, du coup, peut-être même un peu avant, je vais peut-être revenir sur une partie que je n'ai pas précisée et je pense que c'est quand même de bon ton de la préciser. Pour la différence entre gel des avoirs et identification de vos personnes politiquement exposées, en fait, il y a deux manières de fonctionner. Gel des avoirs, une fois que c'est identifié, vous bloquez l'opération, vous voyez si c'est une homonyme ou pas, sachant que dans la réglementation et aussi dans les lignes directives de la CPR, votre outil de filtrage, en fait, il ne doit pas chercher du match à 100%. Il doit aussi pouvoir voir des homonymes, puisque justement, les personnes qui sont sur les gels des avoirs, on a le nom et les différents homonymes qu'ils peuvent utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir détecter une partie et aller chercher pour bien vérifier qu'au final, il soit sur les listes. Et donc, on bloque l'opération. Le PPE, par contre, ce n'est pas une tare du tout d'avoir dans son portefeuille de courtage quelqu'un qui fait partie, par exemple, de la Cour des comptes. Donc, simplement, le risque est plus élevé. Donc, ça veut dire qu'il faut aller faire un peu plus de vigilance. Donc, déjà, la première, c'est au final, est-ce qu'on veut garder ou nouer l'affaire avec ce type de client? Donc, on peut, oui ou non, déjà, on décide si oui ou non on maintient l'affaire. Ensuite, on va aller chercher plus au niveau du patrimoine et l'origine des fonds via l'opération pour laquelle il vient. Et en dernier lieu, on va matcher si l'opération d'assurance correspond bien au final au profil de ce monsieur et puis surtout, ou de cette dame, et puis surtout que ce ne soit pas vraiment déconnant par rapport si on est sur un contrat MRH au niveau de la prime ou quoi que ce soit ne soit pas vraiment déconnant. Donc, ça va être les actions qu'il faut mener en plus et garder en tête du coup sur un PPE. Maintenant, je reviens à TracFin. Oui, merci, j'ai retrouvé le support, donc c'est bon, voilà. On peut continuer. Donc, par rapport à TracFin, donc cette cellule de renseignement, en fait, vous devez avoir un déclarant et un correspondant TracFin, puisque c'est auprès de cet organisme qu'on va déclarer donc les soupçons sur une opération d'assurance, sur une fraude ou un blanchiment. Donc, il faut alors, 2 personnes, mais en fait, ça peut être, par exemple, vous, là, dans votre qualité de courtier pour la partie courtage accessoire, qui soyez déclarant et correspondant. Donc, le déclarant, celui qui, de base, va transmettre les déclarations de soupçons à TracFin. Et le correspondant, c'est celui qui ouvre les codes et qui voit pour mettre à jour les documents sur l'interface. Sachant qu'aujourd'hui, la déclaration, elle se passe par le formulaire et le site spécifique Hermès qui est mis à disposition, en tout cas par TracFin pour que ça aille plus vite au niveau des déclarations. Et dès que vous avez une modification à faire sur la personne
personne déclarante ou correspondant, il faudra passer par la plateforme pour la mettre à jour. Donc, je vous ai fait juste après un petit focus sur voilà, un petit focus sur la déclaration de soupçons, puisqu'il faut remplir certains critères pour que ce soit recevable. Je sais que dans les derniers échanges qu'il y a eu et de réunion de classe, bon, il a été remonté en fait qu'il y avait des déclarations de soupçons qui n'étaient pas recevables, tout simplement parce qu'il manquait de certaines données. Donc, je vous ai mis la liste et vous pourrez ensuite après vous y référer. Mais bon, en premier lieu, ça va être la profession de la personne qui déclare, qui va faire la déclaration de soupçon et tous les éléments d'identification du déclarant. Voilà, pour le coup, une fois que vous avez fait la déclaration sur la plateforme Hermès, vous ressortez, c'est les mêmes informations qui sont demandées. Et le descriptif de l'opération et tous les autres éléments. Ce n'est pas non plus une liste figée, mais tous les éléments qui permettent en fait à Trafin, hâte de travailler, mais surtout vous aussi, qui vous ont conduit à faire la déclaration. Donc, que vous avez trouvé anormal au moment soit d'une déclaration de sinistre et vous devez redonner les fonds, ou alors au moment de la mise en relation avec ce client. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut étayer. Tracfin n'hésite pas de toute façon à revenir vers la personne qui a fait la déclaration de soupçon pour demander de plus amples documentation, en tout cas pour étayer le plus possible la déclaration de soupçon. Après, elle a une manière de réagir. Donc soit, à la suite de ça, elle a analysé les choses et donc vous avez un premier retour. On va vous dire, vous faites opposition à l'opération. Donc, si c'est une indemnisation à faire, on va vous dire, vous n'indemnisez pas les voilà. Et à ce moment-là, vous aussi, il faut garder en tête dans le process qu'à partir du moment où on vous dit, si vous avez une délégation de gestion de sinistre en courtage et vous avez Tracfin qui vous dit, vous ne faites pas l'indemnisation, il faut aussi avertir la compagnie pour le coup. Que vous avez fait cette étape-là et que vous avez eu le retour disant qu'on bloquait l'opération. Elle peut aussi dire qu'au final, la déclaration de soupçon, il ne se passe rien. Je crois que je ne l'ai pas noté, mais je peux quand même le dire. Ou alors, elle transmet au procureur de la République et elle transmet une note d'information à ce moment-là. Et pour la conservation des documents, grosso modo, c'est le même délai pour tous les documents, ça va être 5 ans. Voilà. Donc, après, on a des départs de délai qui sont différents. Tout ce qui va être l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs, vous gardez les documents 5 ans, mais jusqu'à la cessation de la relation d'affaires. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il n'a plus de contrat, il a résilié tous ses contrats chez vous, les documents peuvent rester en base pendant 5 ans. Ensuite, au bout de 5 ans, il faut les enlever. Pareil sur les déclarations de soupçons, c'est 5 ans à partir du moment où vous avez fait la déclaration et vous gardez en tout cas tout ce que vous avez fait, tous les échanges que vous avez eus avec Tracfin, l'accusé de réception de la déclaration, la réponse la réponse aussi de Tracfin aussi, vous la gardez aussi du coup 5 ans. D'où l'intérêt d'avoir le classeur pour garder ces documents aussi. Oui, pour le coup, ouais. Beaucoup plus facile. D'accord. Donc voilà, on en a fini. Il n'y a pas eu de questions, donc je pense que vous avez été très clair. Donc avec Melvin, vous a rappelé l'offre actuellement en cours dans le cadre du partenariat et en tant qu'adhérent. Vous avez donc le classeur qui est accessible à partir de 277 € TTC par an. Et l'option, elle, est du coup souscriptible à partir de 60 € par an. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur la page avantages adhérents de BCLM pour retrouver l'offre. Et de toute façon, on vous envoie dans la journée ce support de présentation ainsi que la vidéo du replay. En tous les cas, on a été ravis de vous retrouver ce matin pour ce webinaire et puis on vous souhaite une agréable journée. On vous dit à très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.